Bonjour Dominique. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dominique, tu es journaliste, tu es historien, spécialiste du Proche-Orient. Si je t'ai invité, c'est parce qu'on est aujourd'hui le 7 octobre. C'était donc il y a un an, le 7 octobre 2023, les attaques terroristes du Hamas et d'autres groupes terroristes sur le territoire israélien. Beaucoup de choses se sont passées depuis et peut-être notre regard a aussi évolué sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment toi, aujourd'hui, le 7 octobre 2024, un an après ces attentats, tu qualifies, c'est quoi les mots que tu poses sur ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ? La grande question, à mon avis, c'est justement de distinguer l'action du mouvement essentiel qu'il a porté. Sur l'action, pour moi, il n'y a pas photo, c'est une action terroriste parmi les plus graves qu'on ait connues depuis très longtemps. Et c'est une action qui avait évidemment un sens politique pour ceux qui l'ont organisée. Le Hamas pensait terroriser les Israéliens, il avait pensé la même chose pendant la seconde intifada, ça avait réussi à droitiser l'électorat israélien, et là, il a refait la même erreur. Pour moi, c'est une erreur. En revanche, il avait un autre objectif, à mon avis, et quand on le regarde avec le recul, c'est plutôt réussi, contrairement à l'idée de terroriser les Israéliens, c'est le fait de considérer qu'il fallait arrêter l'extension des accords d'Abraham. Et en particulier, parce que c'était la question posée dans tous les journaux à l'époque, permettre à l'Arabie saoudite d'échapper au piège, entre guillemets, qui était quand même un piège assez bien vu d'un certain nombre de dirigeants saoudiens et autres, sunnites, disons. Cela étant dit, moi j'ai passé, si ma mémoire est bonne, au moins 3 mois. À l'époque, je faisais plus d'interviews, j'en fais moins maintenant, de conférences encore moins. J'ai pas eu de problème à traiter du 7 octobre parce que le 8, j'étais à France Culture, j'avais aucune base sur laquelle m'appuyer que ma propre pensée. Il y avait en plus un ami israélien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nitzan Horowitz, qui a été correspondant de Haaretz à Paris pendant 5 ans, et qui a été, dans sa carrière récemment, président du Meretz. Et donc on s'est retrouvé devant le micro de Frédéric Martel, avec des tas de réactions morcelées, qui étaient pour la plupart incompréhensibles, c'est-à-dire les gens voulaient dire une chose et son contraire, et on sait le résultat que ça donne en général. Donc moi j'ai dit simplement, à partir du moment où il y a des attaques contre des civils innocents, c'est du terrorisme. Que ce soit un groupe, que ce soit un État. Donc j'ai dit ça simplement, je l'ai développé, et je dois dire que dans l'ensemble, la discussion a été, je dirais pas amicale, mais enfin, c'était vraiment une bonne émission à chaud sur un événement terrible. Alors, mais une fois que tu as dit ça, que tu as dit que c'était des attentats terroristes, que j'imagine, même si c'est pas forcément ton rôle, mais que tu les condamnes, enfin, bien sûr, la mort d'innocents c'est évidemment condamnable. Quelle lecture, en fait, tu fais de ce qui s'est passé cet octobre ? Est-ce que tu le places dans la ligne de la résistance palestinienne aux colons israéliens, comme ça a été la lecture de certains ? Et si tu dis que c'est dans la résistance, tu places ça dans la résistance palestinienne contre le colon israélien, est-ce que tu considères que c'est une défaite ou est-ce que tu considères au contraire que ça a été une avancée ? J'entendais ce matin, le Hamas aujourd'hui a dit, voilà, le 7 octobre 2023, on a remis Israël au point zéro. Sous-entendu, c'était une victoire, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Malheureusement, pour le Hamas, ça a été une catastrophe, la suite. C'est-à-dire, le 7 octobre a eu, qu'on le veuille ou non, qu'on le défende ou qu'on condamne, il a eu pour résultat une autre action terroriste et d'une ampleur peu comparable à Gaza. Je rappelle que l'étude de Lancet, qui date de juillet, parle de 186 000 morts et disparus, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens
sous les gravats, qu'on n'a pas compté, puisque les comptes du Hamas sont sûrement discutables, mais ils sont faits à partir des données des personnes qui sont mortes et qu'on a pu identifier, pas celles qui sont sous les gravats. Donc le résultat, c'est ça, et puis ensuite c'est la Cisjordanie où on a eu une espèce d'explosion de violence des colons aidés par l'armée, concrètement aidés, quoi. C'est vraiment c'est pas vraiment des pogroms, parce que quand il y avait des pogroms en Russie, au bout de quelques temps, on envoyait un peu de la police pour, je dis pas mettre fin, mais que ça se calme, quoi. Et puis ensuite, on a eu ce qu'on a vu, c'est-à-dire le Liban, où pourtant on a bien vu et bien dit tous les uns et les autres que le Hezbollah se tenait à un minimum syndical, entre guillemets, d'envoi de missiles à relativement faible portée, c'est-à-dire sur le nord, pas sur le sud. Ils n'ont jamais visé Elat ou Sderot. Je veux dire, faut voir les choses comme elles sont, hein, en principe, je trouve. Et donc, voilà, c'est une vraie catastrophe. La seule réussite, mais est-ce que ça valait ce prix-là? À mon avis, évidemment non. Parce qu'on est là dans quelque chose qui va finir avec peut-être 200 à 300 000 morts au total. Donc le seul résultat positif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à arracher Mohammed Ben Salman à la signature attendue et annoncée. Il y avait même un voyage prévu de Netanyahou qui devait aller aux Émirats et ensuite éventuellement en Arabie Saoudite. Donc ça, effectivement, ils ont réussi à bloquer pour l'instant ce processus. Mais ça ne résistera pas plus que la réalité ne résiste quand les pages se tournent. Alors, tu viens de parler de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dernier et notamment des répliques israéliennes à la fois à Gaza mais aussi au Liban. Comment est-ce que toi tu lis ce qu'est en train de faire Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il est en train, est-ce qu'il recherche, tu penses qu'il a encore une recherche de paix quelque part en fait dans son esprit ou dans son plan, ou est-ce que c'est fini? La seule chose qu'il veut, c'est la sécurité d'Israël, et au nom de cette sécurité, il se dit je vais aller bombarder jusqu'à Téhéran. Bon, moi je connais d'abord Netanyahou et j'ai suivi tout ce qu'il a fait depuis 1996, où il est devenu pour la première fois Premier ministre. Il a perdu ensuite face à Barak, mais il a repris après Sharon, disons, en ayant laissé Sharon se dégager de Gaza, et on n'a pas entendu Netanyahou faire des discours enflammés pour le maintien de l'armée ou des colons à Gaza. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser les mêmes mots pour tout le monde. Le mot terrorisme est un mot effectivement compliqué pour les journalistes et les chercheurs, parce qu'il n'y a pas de définition onusienne du terrorisme, ce qui est d'ailleurs de toute évidence un problème. Mais moi j'ai ma définition, je ne suis pas l'ONU ni Guterres évidemment, mais ma définition est à peu près consensuelle, je crois, dans le monde. C'est-à-dire, on s'attaque à des civils innocents. J'ajoute innocents parce que quand on parle des colons en Cisjordanie, je ne dis pas que je suis pour des attaques contre les colons, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose de s'attaquer à un colon armé qui donc viole le droit à double titre, ou triple ou quadruple, si on ajoute l'eau, si on ajoute les attaques contre les oliviers, enfin tout ça. C'est pas la même chose que d'attaquer des enfants. Faut regarder Instagram, hein. Moi, j'y arrive plus maintenant. Mais chaque fois que j'ai regardé Instagram, avec les toutes petites séquences de 30 secondes ou d'une minute d'enfants ou d'adolescents de Gaza, c'est terrible, quoi. C'est tout aussi terrible que ce qui s'est passé le 7 octobre, sauf que là, on a un an d'action de ce type, et le 7 octobre, c'était une journée. Je ne diminue rien de l'horreur du 7 octobre, surtout que, pour des raisons familiales et de travail, je sais quand même combien la mémoire de la Shoah ressort dès qu'il y a des violences contre des innocents en Israël. C'est d'ailleurs curieux que le Hamas n'ait pas tiré cette leçon de la deuxième intifada, parce que les attentats
terroristes qu'ils ont organisés contre des civils. C'était vraiment alors, dans la rue, à la station de bus. Moi, il y a eu une fois où j'étais à côté, quoi, où je suis arrivé quelques minutes, disons, après l'attentat à la gare routière, à l'ancienne gare routière à l'époque. Tout ça ne permet pas de dire, pour être clair, le Hamas est un groupe terroriste. C'est deux choses différentes. L'action est terroriste, et donc ça veut dire que le Hamas n'hésite pas à recourir à des actions terroristes, mais c'est d'abord un mouvement politique, religieux, de résistance politique et religieuse, qui est financé massivement par le Qatar, avec l'accord de Netanyahou depuis une très longue période. Donc on est quand même devant des choses plus compliquées que de mettre des étiquettes sur tout ce qu'il y a. Si je devais faire un bilan un an après, je constate que tout le monde sait en France et ailleurs ce qu'a été le 7 octobre. Personne ne pense que c'est un petit événement. On a bien compris que ça a traumatisé un pays entier. Et donc, le Hamas, si c'est de la politique et si c'est de la stratégie, c'est une stratégie absurde. C'est-à-dire c'est-à-dire que si elle veut terroriser les Israéliens, à quoi bon si c'est pour permettre à Netanyahou de retrouver une popularité qu'il a perdue depuis la création de ce gouvernement. Et c'est aussi pour des gens comme moi et comme d'autres, évidemment, qui ont essayé d'analyser le nouveau gouvernement à la fin 2022 comme un gouvernement dangereux pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour la paix dans la région et dans le monde. Nous, on ne s'est pas trompés. C'est intéressant parce que tu as tout à l'heure pointé le manque de définition onusienne du terrorisme. C'est vrai que plus largement, le droit international et l'ONU sont quand même très absents dans les évolutions de cette crise et dans des propositions éventuellement de résolution de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Et globalement, ni les uns ni les autres ont quelque chose à faire du droit international. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne lorsqu'on lit les comptes rendus de ce qui s'y passe. Comment est-ce que toi, tu qualifies ce moment? Tu dis, en fait, on aurait pu s'y attendre. En vérité, l'ONU, aujourd'hui, est en train de perdre de sa force et de son importance. Ou bien, quand même, tu es étonné que des démocraties, notamment comme la démocratie israélienne, ne respectent absolument pas le droit international. Oui, c'est évident que c'est un problème majeur, du côté israélien, mais à certains moments, comme on l'a vu le 7 octobre, du côté arabe aussi, palestinien. Je ne crois pas qu'à travers les 75 ans d'histoire d'Israël et de la Palestine, on puisse qualifier les Palestiniens comme des terroristes de A à Z. Il y a eu des périodes de terrorisme qui ont, pour certaines, porté des fruits, malheureusement. Quand on reprend cette histoire, enfin ce serait trop long d'entrer dans le détail, mais l'histoire de l'attentat contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de 1972, on voit que ça n'a pas entraîné le même type de réaction que le 7 octobre depuis. Mais moi, au fond, quand je fais un bilan personnel, disons, ce qui me frappe, c'est surtout l'extraordinaire aveuglement des élites de nos pays. C'est-à-dire, dans le monde entier, il y a eu une très grande solidarité avec les Palestiniens à partir du moment où Gaza, en quelques jours en fait, est devenu un génocide annoncé et annoncé par la Cour internationale de justice. Donc c'est très difficile encore une fois, d'essayer de tracer des traits droits là où les choses sont en courbe. Et pourquoi, d'après toi, cet aveuglement des élites mondiales? Je crois qu'il y a toute une série d'éléments. C'est très difficile à démêler. Certainement, il reste quelque chose de ce sentiment de culpabilité des Français, de tous ceux qui ont été occupés par l'Allemagne nazie et ont eu une partie non négligeable de leurs élites qui ont choisi de soutenir l'Allemagne nazie. On a, par exemple, on considère Pierre Laval comme l'exemple du collabo.
c'était l'exemple, il en est mort, hein, il a été fusillé. Mais Pierre Laval est un homme de gauche au départ. Assez à gauche, disons, type de socialiste de gauche, quoi, comparé à personne. Et donc on a là quelque chose qui mérite réflexion. On peut pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est les arguments que j'entends. Alors, je préfère les arguments du Hamas à ceux des partisans du Hamas. Parce que les partisans du Hamas rajoutent quelques couches de plus qui ne sont pas forcément justes. On pourrait dire la même chose de l'autre côté, d'ailleurs. Hein. Je préfère ce que disent les Israéliens à ce que disent les pro-israéliens ici ou là. Donc, on est devant un phénomène historique qui n'est pas sans précédent, mais dans l'ampleur de la chose, c'est sans précédent. Il n'y a pas une guerre qui ait tué entre Israéliens et Arabes, qui ait tué 10 000 personnes. Sauf la première. La première a sans doute dépassé de peu, d'ailleurs, les 10 000 personnes. Donc il faut garder la raison, essayer de voir, avec un sens de l'autocritique, qui a bougé après le 7 octobre, qui n'a pas bougé, qui n'a rien dit, qui a dit de trop, qui a rajouté les couches de propagande organisées par non seulement Netanyahou, mais l'extrême droite israélienne avec laquelle il s'est allié en 2022 pour rester au pouvoir, quoi. Donc c'est pour ça que moi je dirais, je ferais les choses dans l'ordre inhabituel pour moi. Je dirais la première raison de tout ça, c'est Netanyahou. Netanyahou était au bord de la fin, quoi. Parce que quand même, 500 000 Israéliens, ou 600 000, ou 700 000, enfin, il y a eu tellement de manifs de 200 000 personnes, ça ne s'est jamais vu, c'est sans précédent. Ensuite, il y a l'idéologie de Netanyahou, que tout le monde présente comme un homme réaliste, pas du tout, pragmatique, pas du tout. C'est un homme qui a compris depuis longtemps que, pour lui, ce qu'il fallait faire, c'est la guerre. C'est en faisant la guerre qu'il sauverait son trône, et donc il éviterait éventuellement ou que se terminerait le processus judiciaire qui a été ouvert contre lui. Et ensuite, je dirais qu'il y a cette alliance, alors elle, absolument sans précédent, entre Netanyahou et une extrême droite. Comme disait l'historien Daniel Blattman, qui est un historien tout à fait respecté en Israël, si ce n'était pas en Israël, il faudrait dire que ces gens-là sont des néo-nazis. Je pense qu'il parlait surtout de Ben Gvir, de Smotrich, pas de Netanyahou. Mais quand même, cette alliance-là, elle annonçait tout ça. Et on a été quelques-uns à le dire. J'ai une question, Dominique, sur... parce que je crois ne pas te faire offense si je dis que tu fais partie de cet écosystème de la gauche française. La réaction, ou plutôt la tétanie de la gauche depuis le 7 octobre et ensuite tous les massacres qui s'en sont suivis, notamment à l'égard de l'accusation en antisémitisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se mobilisait pour le peuple palestinien, on était accusé d'être antisémite. Accusation qui n'était pas sans fondement à quelques égards. Il y a des choses qui ont été dites qui flirtaient, voire étaient carrément de l'antisémitisme. Mais on voit bien comment ça a bloqué la mobilisation et que, en vérité, les samedis où il fallait aller se mobiliser pour le peuple palestinien, on était très peu. Il n'y a jamais eu de grosse mobilisation en France pour le peuple palestinien. C'est d'autant plus frappant qu'un peu partout, il y a eu d'énormes manifestations. Même en Allemagne, où il y avait une attitude du gouvernement extrêmement rigide sur la critique de la politique israélienne, que Scholz n'a jamais voulu entendre. Même Merkel avait ouvert un tout petit peu ses oreilles quand elle avait été en Israël. Ça s'était un peu mal passé avec Netanyahou. Mais donc, on est devant une réalité, c'est qu'en gros, avec le temps passé, la Palestine est devenue un peu le Vietnam de l'époque des années 60-70. Ou bien, pour prendre un autre exemple,
la Palestine renvoie un peu à ce que le Biafra avait pu évoquer encore plus tôt pour les gens plus âgés. Donc, moi, je suis très gêné, pas comme personne d'origine juive, parce que le fait d'être d'origine juive n'a strictement rien à voir avec la politique israélienne. On peut être d'origine juive et condamner la politique israélienne. On peut ne pas être d'origine juive et approuver la politique. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est ça qui m'a choqué, moi, c'est que tellement de gens ont joué. Je vais prendre un exemple qui va sûrement choquer ceux qui vont nous voir dans le petit rectangle de regard qui est bien utile, d'ailleurs. Je pense en particulier à Delphine Orwiller, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais je dois dire que voilà, cette femme qui est rabbine, qui a, on le sait, une opinion plutôt de gauche sur les grandes questions de société, qui n'était pas jusque-là une fanatique d'Israël, loin de là. Et puis tout d'un coup arrive le 7 octobre et elle est embringuée. Alors elle, c'est pas en disant, c'est en ne disant pas. Ce qui est le cas de beaucoup de journalistes, c'est-à-dire ils ont rien dit, ou à peu près, sur le caractère génocidaire dénoncé par la CIJ, le risque de génocide qu'entraînait la politique militaire israélienne à Gaza. Donc, on a là toute une série de nuances qui méritent d'être regardées de près. Avec le temps, il faudra regarder encore plus près pour essayer de tirer des leçons. C'est-à-dire, j'ai été heureux d'entendre pas mal d'intellectuels français dire qu'il faut prendre d'abord de la distance. On ne peut pas réagir à chaud, en théorisant à chaud. On peut dire des choses, bien sûr, il faut même, mais pas construire un discours à partir d'un événement aussi dramatique soit-il. Deuxièmement, j'ai été frappé aussi de la remarque que faisaient des gens comme Vincent Lemire, Henri Laurence, enfin, bon, des spécialistes du Proche-Orient, et qui nous disaient ne mettez pas tout dans le même sac. Du point de vue du Hamas, le 7 octobre est une action de résistance. Pour moi, une action de résistance qui tue à peu près 1000 civils sur les 1300 otages compris, ça ne peut pas être considéré comme une action militaire de résistance. Je signale d'ailleurs, j'ai entendu des gens le dire, ils avaient raison, je l'ai dit moi dès le début, la résistance française n'a jamais attaqué de civils. Et pourtant, les nazis en France, ce n'était pas que l'armée, les institutions semi-étatiques, etc. C'était d'abord des gens qui, pas d'abord, mais au moins autant, des petites secrétaires, des fonctionnaires. Et les familles. Et les familles qui vivaient en France. Et on n'a pas un exemple d'attaque contre quelqu'un d'autre que des soldats. Et je me souviens même, dans ce que j'ai lu et travaillé dans les archives de Nanterre, il y a eu quand même énormément de débats au sein de la MOI, du petit groupe initiateur de la résistance en France et notamment à Paris, avant l'invasion de l'Union soviétique du 22 juin 1941. Donc on a eu une situation qui était... je répète, on a vraiment un problème de nommer les choses. On ne va pas citer Camus, tout le monde le cite. Enfin bon, je ne vais pas en dire du mal. De quelqu'un qui cite Camus. Oui, qui le met en exergue. Mais le bouquin est bien, donc... Alors, parfois, on a le droit de se laisser aller à quelques facilités. Oui, mais... Oui, d'accord. Tu vois, tout le monde a fait ça, ou presque. J'entends. Il y a quelques étudiants, peut-être, qui ne connaissaient pas encore. Voilà, c'est ça. Bah, ça leur servira peut-être. Ils le connaîtront. J'ai une dernière question, Dominique. C'était les attentats du 7 octobre, c'était il y a 1 an. On est 1 an après, on s'est encore
encore plus enfoncé dans la crise. Des nouveaux acteurs, tu as parlé du Liban, mais maintenant il y a l'Iran aussi, et d'autres acteurs voilà, sont rentrés dans ce jeu absolument terrible de la guerre au Proche-Orient. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à identifier des pistes, des éléments en fait, qui font que on ne court pas à la catastrophe? Parce que j'avoue que, à titre personnel, lorsque je lis les articles de presse et les comptes rendus de ce qui se passe là-bas, il n'y a rien qui me dise qu'on ne va pas vers une guerre totale. S'il y a une chose qu'on doit retirer de l'année écoulée à partir du 7 octobre, et du 8 pour ce qui est de l'autre côté, c'est évidemment que tout discours, tout pronostic sur la suite du conflit n'a aucun sens. On n'en sait rien. Oui, mais je ne te parle pas de pronostic, moi je te parle de regarder ce qui se passe. Oui, mais regardons ce qui se passe. On a une armée israélienne qui se conduit comme les pires armées coloniales qu'on ait connues. Et non seulement ils se conduisent, mais ils disent, ils montrent. C'est-à-dire, moi j'ai regardé pendant 2 mois ou 3 mois les pages Facebook venues d'Israël, enfin originaires d'Israël. C'est terrible. C'est-à-dire, ils montraient des crimes de guerre sans se rendre compte qu'ils apportaient déjà des arguments et des éléments de dossier à la Cour internationale de justice, qui n'a pas mis tellement de temps que ça pour mettre en garde contre un génocide possible. Ça, c'est des faits importants. Je crois que si on fait le bilan du côté israélien, le coût va être immense. Parce qu'on est déjà 1 an après le 7 octobre, à part les journalistes envoyés spéciaux de France 2 ou de TF1 qui ne voient rien qui ne soit pas du côté des victimes israéliennes, c'est-à-dire pour eux il n'y a pas de victimes palestiniennes, il y a parfois un reportage, Maryse Burgo en a fait un il n'y a pas longtemps, mais enfin bon, c'est quand même cette espèce de silence sur une horreur absolue, ça ne veut rien dire, mais enfin d'une horreur, d'une ampleur incroyable. Quand même, moi, ça m'a fait réfléchir. Quand on entend que la première journée d'attaque contre le Liban a fait 1000 morts en une journée. C'est beaucoup, hein, 1000 morts en une journée. Je ne veux pas faire des comparaisons autres, mais enfin, que chacun y pense, quoi. Donc, il y a une perte d'image pour Israël qui est considérable. Il y a une perte aussi, parce que personne ne le dit, c'est curieux. Tu as raison, l'ONU n'a pas fait le tiers du quart de ce qu'elle aurait dû faire, mais on sait d'où ça vient. On sait que le système du veto permet aux 5 titulaires de ce droit de veto de l'utiliser pour défendre, soit se défendre, soit défendre leur proxy. Hein. Donc là, c'est clair que les Américains ont joué le jeu en essayant de se montrer exigeants sur le traitement des civils. Enfin, on a bien compris que Biden était d'abord sioniste, comme il l'a toujours dit d'ailleurs. Donc on a là aussi une perte, parce que c'est vrai qu'après les gens qui ont voté, et bien voté, ne se conduisent pas forcément bien, mais je rappelle quand même que ça fait maintenant plusieurs années que lors du vote annuel de la résolution sur le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien, il n'y a plus que 4 États qui votent contre avec Israël. Ça veut dire que la grande majorité des États votent pour, ou pour certains s'abstiennent. Mais la France a toujours voté cette résolution, par exemple. C'est difficile de passer sous silence le fait qu'une fois qu'ils ont voté, ils vont continuer à livrer des armes, ils vont défendre la cause, etc. Mais quand même, je crois que plus les choses vont se développer, plus on mesurera l'isolement, non pas d'Israël, bien sûr, mais de la politique annexionniste et nakbaïste, si on peut dire. Coloniale. Coloniale, mais en tout cas, je crois que maintenant, on est dans une phase où Netanyahou est d'accord avec son extrême droite. C'est-à-dire qu'il pense que l'avenir de ce conflit, c'est l'écrasement des Palestiniens, une nouvelle expulsion massive
de population civile, et un passage où il n'y a plus qu'une seule frontière. C'est un seul État, mais c'est un seul État d'apartheid. Mais c'est un État d'apartheid. Et ça, je crois que notre ami Netanyahou fait lui aussi une erreur. Je pense à ce qu'a écrit samedi, je crois, Elie Barnavi, qui n'est pas un révolutionnaire, un pacifiste révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a défendu la politique de Sharon quand il était Premier ministre, dans la deuxième partie de son mandat à Paris. Mais lui a dit une chose formidable, il a dit « plus Israël gagne des guerres, et plus il perd la paix ». Donc ça, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, il y a aujourd'hui une baisse de plus de 50% de la présence de capitaux étrangers en Israël. D'IDE, quoi, comme on les appelle. Investissement direct étranger. Voilà. Donc ça aussi, ça mérite d'être vu de près. Et en plus, moi j'ajoute, parce que j'ai quand même passé quelques dizaines d'années à faire beaucoup de conférences, il y a un saut qualitatif dans la jeunesse. Comme aux États-Unis. Parce que les gens disent souvent « Ah oui, mais en France, c'est pas comme aux États-Unis ». D'accord, mais en France, si on fait un sondage, ça se fait sur l'attitude par rapport à Israël et aux Palestiniens. Dans la jeunesse, c'est râpé. Hein, pour les partisans du Likoud, il faut qu'ils se réveillent s'ils veulent défendre leur patron. Quoi. Mais excuse-moi, mais on en terminera là-dessus, mais tout ce que tu me racontes, c'est que de l'eau au moulin des pires perspectives pour la région. Tu m'as redonné aucun élément me disant, genre quand même, une société qui... Si, la jeunesse israélienne. Non, même pas. Je n'irai pas sur ce terrain parce que ça fait au moins 15 à 20 ans que les jeunes en Israël sont plus nationalistes que les adultes. Voilà, donc on est... Non, il n'y a pas malheureusement d'espoir d'avoir très vite un soulèvement en Israël, sauf si les choses se terminent mal, soit au Liban, soit par rapport à l'Iran directement. Moi, j'ai du mal à penser qu'Israël se jette dans une guerre contre l'Iran. Je crois que le pire qu'on peut avoir, c'est des campagnes de bombardement, comme il est en train de faire au Liban, dans les mêmes conditions. Mais quand même, ce que tu négliges, à mon avis, dans ta réaction, c'est le fait qu'il y ait que 5 pays qui votent contre. Je veux dire, il y a les États-Unis, il y a Israël, bien sûr, il y a les États-Unis, ça c'est important, et puis il y a les 3 fameuses superpuissances, c'est les îles Marshall, la Micronésie et Nauru. Alors si tu considères, et c'est légitime que ces États ont les mêmes droits que la Chine, la Russie ou les États-Unis, bien sûr, mais enfin, ça veut dire quelque chose de n'avoir à l'ONU plus que 4 États, dont les États-Unis, qui défendent la politique israélienne. On va voir si un jour ça saura porter ses fruits, au moins au niveau onusien. Le fait que presque 98% des pays du monde souhaitent qu'il y ait un État palestinien digne de ce nom. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils font, après, c'est pas ce qu'ils font. Pour la plupart d'entre eux. Bon, on suivra ça avec attention et on espère que dans cet endroit du monde, un jour, on pourra dire « il y a la paix ». En tout cas, c'est très important d'être très attentif au discours qu'on tient, aux mots qu'on utilise, et d'éviter tout ce qui est simplification à outrance, qui naturellement ne peut que jeter de l'huile sur le feu. Ça, c'est pas bien. Il faut être très proche du réel dans ses contradictions. Merci beaucoup, Dominique. Avec plaisir.